Est-ce que vous pourriez me décrire c'est quoi qui est derrière vous? Ben, ça s'appelle un four à charbon. Four à charbon. Four à charbon. Et puis, ça servait à faire? Du charbon de bois. Puis, à quoi ça servait le charbon de bois? Le charbon de bois, dans le temps, quand ça a été construit, le premier objectif, c'était de fournir du charbon aux usines puis aux fonderies. Surtout dans le début de temps de la guerre. OK. Dans le temps de la guerre, il y a eu un besoin d'énergie puis de charbon. Puis, ça s'est construit dans le comté de Portneuf beaucoup parce que c'était un comté de... Il y a le feuillu, beaucoup de feuillus. Parce que ce qu'on va mettre dans le four à charbon, c'est quel type de bois? C'est du bois dur, du feuillu. OK. En partie du feuillu. Quel genre du merisier, de l'érable, du hêtre, du bouleau. OK. C'est ces essences-là. Je sais que dans le comté de Portneuf, ici, surtout Saint-Raymond, Sainte-Christine, Saint-Léonard, il y avait beaucoup de fours à charbon. La brique, savez-vous d'où elle provenait? Je ne sais pas la brique d'où elle vient, mais tu te rappelles, c'est qui a bâti le four? C'est Joseph Trudel. Joseph Trudel. Oui. Puis il serait été bâti dans les années 49. OK. Dans ces années. Est-ce que ça, il a été bâti à votre demande? C'est vous qui avez demandé à M. Josepha de venir construire un four sur votre terre? Oui. OK. C'est dans le fond, ça se trouve être les oncles à mon père. OK. Puis son grand-père qui ont bâti ça. Puis ça, est-ce que toutes les familles avaient leur four à charbon dans le champ ou... Je te dirais pas mal les producteurs agricoles, OK. Vu qu'il y avait une saison morte durant l'hiver, puis l'automne, avaient pratiquement quasiment toutes des fours sur le terre. OK. Mon père m'a dit, dans le temps, il y avait 400 fours dans le comté de Portneuf. Puis ici, là, il y en avait un four sur le voisin, il y en avait un ici, il y en avait pratiquement à toutes les terres. OK. Et on voit encore les vestiges, moi je sais ce qu'ils sont. Là. OK. Puis ça, les fours à charbon, tu dis que c'était pas un emploi à l'année. Les gens qui opéraient ça, c'était pas toute l'année qu'ils faisaient ça. non, ben écoute, il y avait les gars partaient à l'automne, faisaient les runs de pitounes, puis l'été, ils faisaient les foins, puis... Mais aussitôt qu'il y avait des temps morts, ben ils faisaient marcher le four. OK, OK. Ouais, puis... C'est qui vous a appris à opérer un four à charbon? Ben moi, c'est mon père et ma mère qui me l'ont appris. Mais mon père, ben c'est ses oncles, puis c'est son père et son grand-père qui en faisaient, qui lui ont montré. Fait que vous, Mme Bérère, vous saviez comment opérer le four à charbon? Oui. Vous l'avez déjà fait pas mal? Ben oui, je venais avec l'UG OK. pour le charger, le vider. Puis il y a des fois, ben, il n'y avait pas le temps, je venais voir Ah, c'était vous qui était le feu des petites portes. OK, OK. Bien, on va en profiter. Pouvez-vous m'expliquer un peu comment ça marche, une fournée de four à charbon? C'est quoi les étapes de ça? Ben, pour commencer, il faut le remplir avec du bois. Puis en bûche? Ouais, on met le petit bois en bas, le 4 pieds. On coupe en 4 pieds, on le met en bas. Puis le haut, c'est du gros bois. À cette heure, on a une fendeuse, on a des scies mécaniques, fait qu'on le coupe en 2 pieds. C'est moins dur à manœuvrer. Dans le temps, moi, que je me souviens, on mettait tout ça en 4 pieds. Mais les bûches étaient grosses, on fendait ça avec des masses, des coins, mais ça cuisait moins bien. On avait beaucoup de résidus gras, comme dans le coin, il y a des corbeaux, ça naît, du bois qui n'a pas cuit. Mais à cette heure, on essaye de le mettre là, pas trop gros, puis on a un meilleur taux de réussite. Tout va brûler, dans le fond. Il y a pas moins de mal choses que tu vas sortir. Il y a le bas qui ne cuit pas tout le temps, là, jusqu'à terre. Là. Mais le haut, là, ça cuit par la chaleur. Fait que la chaleur est en haut, ça cuit mieux en haut. Fait que... Puis là, il rentre beaucoup de bois là-dedans. C'est rempli jusqu'au plafond. Jusqu'au plafond. Nous autres, c'est un four de 10 cordes de 4 pieds. Fait que ça équivaut à 30 cordes de bois de chauffage. Pour donner une idée au monde de la quantité de bois. Là. Fait que lui, c'est ça. Il y avait des fours de 8 cordes, des 10 cordes, des 12 cordes. Il y en a des plus hauts. Il y en avait toutes les sortes. Là. Sauf que là, on le remplit, on met le feu là-dedans, puis ça se fait pas tout seul. C'est quoi les étapes? Comment ça fonctionne? Là, ce qu'on fait, on l'allume. Quand on corde le bois, on met des rinces pour pas que le bois soit collé à terre. Puis on est capable de mettre une torche en dessous. Puis au centre, on prépare du bois bien sec. Puis des fois, il nous reste des corbeaux qu'on met dans le milieu. Puis ça l'allume, ça s'allume bien. Puis un coup qui est bien allumé, là, on ferme les grosses portes. Les portes qu'on le remplit. On le remplit une partie par en bas, puis une partie par en haut. Il y a 2 portes sur le four à charbon. portes. Une devant, puis une sur le dessus. C'est ça. Fait que là, quand il est bien pris, on ferme les grosses portes. Puis là, il va se mettre à chauffer, à respirer par les petits trous qu'il y a partout autour, en bas puis en haut. Puis à un moment donné, le feu va partir, puis dépendamment du vent, puis
il va partir, puis le feu va aller d'un côté du four. Puis là, on va voir apparaître la braise. Puis là, ben, l'objectif, là, on le voit par les petits trous. Par les petits trous. On vient régulièrement. Puis quand il est rendu en braise, on bouche le trou avec une brique puis du mortier. C'est ça, à l'époque, il n'y avait pas de silicone, c'était vraiment brique, on mettait du mortier. Je faisais tout le temps le mortier avec de la glaise, du sable. Ah, OK. C'est comme ça qu'on fait notre mortier. Il allait ramasser la glaise dans une rivière? Dans les champs. OK. Tout le monde avait des terres, puis il y avait des fossés. Ramasser la glaise dans le fossé. On met ça dans des chaudières. Puis là, maintenant, on fait un mélange de sable puis de mortier, puis de glaise avec de l'eau. Puis ça, le sable empêche de brûler, puis le glaise permet de coller. Fait que ça tient bien. Est-ce qu'on l'utilisait aussi pour calfeutrer les grosses portes aussi. Même chose. Même chose. Fait que là, au fur et à mesure que la braise arrive, on bouche le trou. Puis le feu, lui, il se tasse. Il veut avoir de l'air. Il se tasse. Fait que là, on bouche. On fait le tour. Puis des fois, le feu traverse l'autre bord, puis il refait le tour pendant. Tu sais, ça bouge. Fait que dépendamment de la météo, des fois, il va changer de manière. Mais on vient qu'on le connaît, notre four. On le sait. Avec la météo, puis tout ça, on le sait que le four va arriver. On sait dans combien de temps qu'il va être là, pas mal. Puis là, après ça, il faut venir régulièrement. Là, on parle de combien de temps, mettons, le temps de l'allumer, puis de vérifier les trous dans le bas? Puis de boucher ça tout, là, ça prend à peu près 5 à 6 jours, lui, ce four-là, pour cuire. C'est assez long. Et on l'allume, là, puis à peu près à 5 à 6 jours après, là, on va l'éteindre. Là, vous venez combien de temps, à peu près? La première journée, on vient pas. On peut venir rien aux 8 heures, là, pour voir s'il n'y a rien d'anormal. Puis après ça, ben là, quand on commence à farmer, à un moment donné, il faut venir quasiment 4-5 heures. Là. Parce que là, il va vite. Là. En dernier, à un moment donné, il va vite. Il vient chaud. Plus il vient chaud, et plus il va vite. Parce qu'on ne veut pas qu'il brûle, dans le fond. On ne veut pas que ça fasse juste d'ensemble. C'est pas farmé. C'est ça. Ça en brûle. plein ça. Ça arrive-tu des fois? Ça arrivait-tu des fois que cette fois-là, on a perdu notre... Des fois qu'on venait à la nuit, hein? On le perd pas. Sauf que des fois, ça va faire un trou. D'un côté, il va consommer plus. Parce que là, le charbon n'est pas utilisable, dans le fond. Ça c'est devient de la cendre. C'est pas de la cendre. Fait que, il a passé son étape. Là. Parce que l'idée, dans le fond, c'est que le bois, il brûle pas. Il fait juste cuire. Il sèche, c'est ça? Oui, il devient vraiment en carbone. Là. Il y a toutes les autres, l'eau qu'il y a dans le bois, puis ça s'élimine, ça s'évapore, puis ça devient plus en carbone. OK. Ouais. Puis après ça, une fois qu'il est tout fermé, est-ce qu'il est prêt à récolter? Il faut attendre au moins une semaine. Là, il va s'éteindre. Qu'il refroidisse, parce que c'est chaud. Une fois qu'il n'y a plus d'entrée d'air, dans le fond, lui, il s'éteint. Il s'éteint. Puis là, il commence à refroidir. Il refroidit. Fait qu'un autre... Puis encore une semaine, au moins. Puis ça dépend de l'étanchéité du four. Le four est vieux. Il n'est pas étanche à 100%. Fait que des fois, c'est un petit peu plus long. Lui, ça va être un petit peu plus long. Un four en bon état, ça va quand même assez vite. En hiver, ben, il fait plus froid, ça va plus vite. Il va refroidir plus vite. Il va refroidir plus vite. Mais c'est à peu près ça. Là. Puis là, une fois qu'il est bien éteint, ben là, après ça, on le vide à la pelle. Avec une petite pelle d'aluminium. Puis on sépare les morceaux qui ne sont pas cuits des morceaux qui sont cuits. Ça, c'est vous qui faisiez ça aussi? Oui. C'est toujours en famille. Y avait-tu des fois des équipes qui venaient vous aider pour ça? Ou c'est toujours en famille, même... Pas mal tout le temps en famille. Père des gens engagés. Des gars, ben, il y avait des années qui avaient fait pas mal de bois durant l'hiver, puis on a essayé de le faire chauffer le plus vite possible. Puis, je me rappelle, moi, il avait engagé Jean-Paul Moros. Montfarnant est venu l'aider. Puis, il y a du gros bois. Fait que c'était pesant, ça allait mieux à deux. À cette heure, ben, comme je te disais, on le scie en deux, puis on le fait avec la fendeuse. Ça va cuire plus vite, je contrôle mieux. Oui, puis c'est moins dur. Ben oui. Moins dur à travailler. On n'a plus 20 ans. Puis à l'époque, quand vous avez commencé, vous, à faire Est-ce que vous étiez là pour la première fois que le four a servi? Ah non. OK, c'est... Ah non, moi, mon père n'avait pas de four à charbon. On était sur une ferme, mais il n'y avait pas de four à charbon. Non. Moi, quand j'ai commencé, c'est quand j'ai commencé avec mon mari. Ici. Fait que là, il vous a montré ça, il vous a montré comment ça se faisait. Vous, j'imagine que vous étiez assez curieuse pour l'apprendre. Mais moi, je suis un petit gars manqué. Ah, OK! Ça fait que je suivais partout. OK. J'ai toujours suivi mon père. OK. Puis quand je me suis marié, j'ai toujours suivi Ludwig. T'as allé jusqu'à temps que les enfants arrivent. Quand les enfants arrivent, ben là, il faut rester à la maison. Hein? Ouais. Puis, je vais juste terminer le four. Là, c'était prêt. Après ça, on le met dans des sacs?
Bien, avant, c'était comme ça. Ce bâtiment-là servait à ça. Okay. On mettait ça dans des sacs de moulés, là, des poches de 100 livres. Là. Okay. On mettait ça dans des sacs, on emplissait ça bien plein. Puis à un moment donné, il y avait un camion. Dans le temps, c'était Paquette, du frein des Paquettes à Saint-Ramon, qui venait chercher ça avec... Avec une plateforme, un sirop avec une plateforme. Puis là, on faisait une corvée, puis on chargeait le camion. Puis là, il allait vider les poches. Puis à un moment donné, l'avènement des conteneurs est arrivé. Les camions avec les conteneurs. À cette heure, on vide d'un conteneur. Puis à cette heure, ben, maintenant, c'est Charbon Fédéral à Sainte-Christine qui achète notre production. Parce que là, on est très chanceux aujourd'hui. Ce four à charbon-là, il sert encore. Oui. C'est un des derniers de la région. Il en reste deux. En tout cas, il y a un gars à Saint-Ramon, Yvon Quentin, dans le rang Saguenay, qui en fait. Qui lui aussi, son four est en bonne condition. Nous autres, notre est en bonne condition. À Saint-Léonard, on n'a pas d'eau. Il reste des fours encore qui pourraient marcher, mais les gars n'en font plus. Comme à Launier, Mathieu Moras, il a encore des fours, lui, là puis, mais ils n'en font plus, les gars. Là. OK. Un charbon de bois fédéral existe encore. Ça aussi, c'est une grosse charbonnerie. C'est ça. Puis, sauf qu'eux autres, c'est modernisé. Hein? C'est pas tout à fait le même. Eux autres, ben, ils sont mécanisés. OK. Ce qu'ils ont fait, eux autres, ils ont des plus gros fours, puis ils ont fait des portes, des grandes portes. Puis quand ils commencent à le remplir, il y a une couple de gars là, qui installent les rances, ils font un fond. Puis après ça, ils remplissent par la porte d'en haut avec des... ils ont un loader, puis ils ont des genres de petits des conteneurs ronds, là, puis ils dompent le bois en bout là-dedans. Puis ils placent ça un peu, puis c'est pas long. Puis quand ils le vident, bien, ils rouvrent la porte en bas, il y a une grande porte, puis ils le vident avec un bobcat. Ah, OK. Petit bobcat. Puis là, les gars enlèvent les morceaux qui sont pas cuits. Puis c'est vite fait, là. Fait que vous, si on achète le charbon de bois feuille d'érable dans les poches, ça se peut que ce soit votre charbon qui a été fait ici à Saint-Léonard. C'est sûr qu'on n'en fait pas des tonnes de fours. Là. Il y a des années, j'ai fait 3, 4. Puis il y a d'autres années, mais l'année passée, j'ai été malade, j'ai pogné la COVID. Je l'ai fait juste un, tu sais. Mais c'est ça. Ça peut. C'est sûr que notre four, il s'en va là. Puis, ça peut faire combien de poches, une fournée, à peu près? 3 à 400. Hey, c'est quand de même mémoire. Une grosse quantité. Parce que ça fait longtemps. Moi, j'étais jeune, là, quand on est avec mon père là, empoché. Là, moi et mon frère Claude avec père. Là, moi, j'accrochais les poches, puis mon frère décrochait les poches, puis il venait ici, puis père, lui, il pelletait. Il mettait ça dans un genre d'empocheur comme il est là. Là. Puis, ça, c'est tous des outils que vous faisiez, dans le fond. Chacun se fabriquait un peu ses... C'est ça, ses outils de travail pour... ouais. Puis, est-ce que ça vous faisait peur c'est quand même du feu, ça demande à des températures extrêmes. Étiez-vous stressé pour le feu ou ça vous a jamais... Ça a déjà arrivé. Il y a l'autre four, là. Ah, OK. Ouais, on a 2 fours. Le ganoë était fait en bois. OK. Fait que le feu va pris. OK. On va être obligé de faire revenir les pompiers pour... l'été. Dans l'été, là, ouais, puis c'était bien sec. Puis, chaud. Puis le feu, puis après le ganoë. Hey, on est toujours un petit peu stressé quand on l'allume. Parce que quand le feu part, on y va avec le son, puis on le laisse chauffer à peu près 1 heure, puis là, ça gronde, là. Ça doit. Ça gronde, ça chauffe. Puis quand on ferme les portes, bien, il y a une certaine pression. OK. Puis on est toujours un peu stressé parce que mon père, ça y est déjà arrivé, qui est venu fermer la porte d'en haut, puis la porte a sauté. Ah ouais, ça fait Il n'a pas le temps de la barrer. Puis ça a sauté. Fait que là, on est toujours un petit peu stressé quand on part. Moi, ce que je fais à cette heure, c'est que quand je le ferme, je ferme la porte d'en bas avant. OK. J'y coupe l'air. OK. Pour la ralentir. Ça le ralentit un peu. Fait que là, après ça, je vais fermer l'autre porte en haut. C'est toutes des choses qu'il faut apprendre. Oui, c'est ça. Fait que, mais c'est ça. Mais avec le temps, on vient moins stressé, mais on est toujours... faut toujours surveiller. Il arrive toujours des imprévus. Des fois, il arrive un gros coup de pluie. Puis quand il chauffe, ben là, il faut que tu viennes vérifier ta porte parce que le mortier se délaye avec l'eau. Des gros coups de pluie comme cette année, là, propice à ça. Là, le mortier se délaye. Puis là, la fumée commence à sortir par la porte. Le feu monte. La porte peut venir très chaude. Elle peut même fondre. C'est du métal. C'est une plaque d'un 8 de paix. Là. Fait que, c'est de la surveillance. Là. C'est l'expérience. Oui. L'expérience. On est qu'à le connaître. Comme vous dites, on travaille au son. Puis au son, puis avec la météo, puis c'est tous nos guides, on le sait, à force d'en faire. Hein. Quand on le remplit, il y a une méthode pour le remplir, comme mon père me disait tout le temps. Tel morceau de bois, tu vas le mettre là, lui là. Puis
comment... Puis lui, il avait appris justement de ses ongles, à force d'en faire. Puis on apprend sur le tas, avec le résultat que ça donne. OK. À un moment donné, on s'aperçoit, le four n'a pas bien cuit. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je vais essayer une autre affaire. Bon. Puis là, j'ai entendu dire qu'il y avait des qualités de charbon. Tu sais, il y en a qui en faisaient du meilleur, il y en a qui... J'imagine qu'on... C'est avec le... Moi, je pense que c'était avec la sorte de bois. Okay. Puis il y en a qui arrosaient. Ah, OK. Ça faisait quoi? Pour le faire refroidir plus vite. OK. Faire refroidir plus vite. Pour le vider plus vite, puis en faire un autre. Ouais. Ça, c'est-tu bon d'arroser le bois? Ou ça perd un peu de la... C'est le charbon est mouillé. Déjà. C'est pas de la bonne qualité. Ouais. Il augmentait, il en faisait, c'est ça le permettait de le faire plus vite, mais faut pas que tu arroses trop. C'est une éponge. Ouais, ben oui. Puis là, ben, quand les gens arrivent pour faire des barbecues, ben, le charbon peut être humide. Okay. De toute façon, à l'usine, quand ils l'ensachent, ils le voient. Ils s'en aperçoivent. Okay. Fait que là, ce que Python Pocket faisait dans le temps, ben, Python, il coupait. Il enlevait 10 mettons. Parce qu'il disait que les gars arrosaient. OK. Mais dans le temps, il avait commencé à arroser, les gars, parce que Python trafiquait à balance. Puis il coupait sa balance. Les gars, normalement, avaient des fours de 8000 livres, 9000 livres. Là, les gars, à un moment donné, se ramassaient des fours de 5000. Ça se peut pas. J'avais un beau four. Puis le monde, ils n'ont pas de balance dans ce temps-là, les balances n'étaient pas calibrées par le gouvernement dans le temps. OK. À ce temps, le gouvernement, c'est une loi, ils viennent à tous les 2 ou 3 mois, ils viennent vérifier. Dans le temps, c'était pas obligatoire. Puis les agriculteurs, il n'y en avait pas chez eux, de toute façon. Non, mais les agriculteurs, ce qu'ils faisaient, ils remplissaient une poche, puis ils pesaient. OK. Puis ils savaient comment il y avait de poche. Ils savaient à 100, 200 livres près, ils savaient le four. Puis les gars, ça pressait, puis vide le four pour en faire un autre, puis des fois, ben ils ne trient pas les petits bouts. Il y a des bouts, là, je ne sais pas si j'en ai dans les chaudières, là, mais il y a des bouts qui ne sont pas cuits. OK. Puis ça, ben quand tu envoies ça à l'usine, puis tu t'ensaches ça, puis tu envoies ça dans un restaurant, ça fait de la fumée. Parce que lui, il n'est pas cuit. Normalement, quand tu fais du barbecue... Un bon charbon, ça ne me pas. Il ne boucane pas. Il ne fait pas de fumée. Okay. Tandis que du corbeau, il va fumer. Okay. Fait que là, quand les gars comme Alex Paquette, le fils, il y avait des clients dans le nord de Montréal. Alex, c'est le fils de Python. Oui. Ah, OK. Oui. Puis là, Alex, quand il envoyait, il y avait des clients difficiles dans le nord de Montréal. Il y a des restaurants. Puis là, quand il avait besoin d'un bon charbon, souvent, il te rappelle, il appelait Paix. Il dit, Ludger, t'as-tu un four? Ah, je l'ai reconnu? Oui, parce que Paix, c'est ça, je vais vous poser ta question-là. Paix triait corbeau, les écorces qui n'étaient pas cuites, puis on n'arrosait pas. Fait que quand il arrivait pour vendre ces clients-là, il demandait à Paix. Puis des fois, on était en train de... On avait une érablière, on était en train de faire des sucres. Puis il dit, pauvre Alex, j'ai pas le temps, je suis en train de faire du sirop. Puis il dit, Ludger, il faut que tu me vides ton four, j'ai besoin de ton four, mon client a besoin d'une commande. Puis... Fait que c'est ça qui faisait la qualité du charbon, tu sais, qu'il n'y ait pas d'écorce rouge, qu'il n'y ait pas de petits bouts, qu'il ne soit pas arrosé. Ça c'est la qualité du charbon. OK. Ouais. Fait que vous étiez reconnu vraiment pour faire le charbon de bonne qualité. Ça a toujours été son principe, puis il nous l'a enseigné comme ça. Il disait tout le temps, il faisait du bois de chauffeur avec son grand-père, puis il vendait ça dans la ville de Québec. Ah ouais? Le charbon partait de la Lens Mill en train, puis ça montait à la ville de Québec pour le monde se chauffe. Là, vous parlez du charbon ou du bois de chauffage? Du bois. OK. Puis là, le grand-père disait à Paix, qui était jeune, il dit, dans la vie, il dit, quand tu fais un produit ou tu vends quelque chose, mets-toi tout le temps de l'autre bord de la rangée, puis place-toi comme acheteur. Ouais. Puis si dans ta tête, tu es content du produit que tu achètes, ben tu vas faire un bon produit. Ça va être ta ligne de conduite pour la vie. Fait que ça s'appliquait pour le bois de chauffage. Ça s'applique pour le charbon. Ça s'appliquait pour le sirop d'érable. Sirop d'érable aussi. Fait que Paix a toujours été comme ça, puis il nous a toujours enseigné ça comme ça. Fait que puis Alex, ben, il savait, Paix, il arrosait pas, puis il faisait. Il était-tu dur en affaires, Alex? Non. Il était moins... C'était pas son père. C'était pas son père. Non, c'était pas son père. Son père était bien...
Son père était... Il était plus dur en affaires? Ben, il trafiquait à la balance. Oui. Mais pas le fils à bien. C'est... Fait que là, je reviens. Vous, je pourrais dire que c'est une vie de forêt, en tout cas d'agriculture et forêt. Vous avez touché justement charbon de bois, comme on vient de parler. Le bois de chauffage, vous en avez fait beaucoup dans votre vie aussi. Ça, vous en avez fait. C'est un peu le même bois qu'on utilise? Même affaire. OK. On garde-tu certaines bûches pour le charbon, puis certaines vont servir pour le bois de chauffage? Tu sais, les nœuds, les coudes, là, ce qui est rough, là, on l'envoie ici. Puis ce qui se fend bien, puis qui fait des beaux quartiers, on le gardait avec le bois de chauffage. On triait. Là, quand on faisait le bois de chauffage, là, on faisait exprès. Là. Okay. On avait la place pour passer le restant. Oui. Fait que c'est ça, ça roulait. C'est ça. OK. Puis, ce bois-là venait beaucoup de l'érablière, dans le fond. L'érablière pousse des érables, fait qu'on peut utiliser ce bois. C'est ça. Fait que vous faisiez du sirop d'érable aussi. C'était une grosse érablière que vous aviez? 6 000. 6 000 en taille. Puis ça, c'était tout à la main? C'était au Chaudière. Chaudière? Peut-être qu'on n'avait pas 6 000 au Chaudière, 2 000. 2 000 à Chaudière, c'est quand même beaucoup de travail. Oui, ça vous en faisiez aussi, Mme Bérard? Oui. C'était quoi votre spécialité dans l'érablière? C'était des petits produits. OK. Des petits produits. OK. Mais plus faire à manger pour tous les hommes qu'on avait. OK. Vous étiez la... Donc, on nourrissait tous les engagés qu'on avait. Okay. La famille. Ouais. Ça pouvait être une équipe de combien pour les corvées d'érable, d'érablière? Il y a des fois qu'on était... Mais quand on venait d'entoyer, des fois, on était 5-6. OK. Ah oui. Puis des entoyés, même affaire, le lavage, on essayait de faire ça vite. Mais durant la saison, là, on avait toujours comme une couple d'employés. Okay. Mario, puis des fois, du soir, fait bouillir, parce qu'on avait nos vaches laitières. Fait qu'il fallait aller tirer les vaches. Fait que là, moi, puis des fois, même quand on partait pour tirer les vaches, ben là, il manquait de monde sur le plancher. Ouais. Fait que là, ça faisait bien d'avoir de la relève, parce qu'on chauffait au bout. Hein. Fait que là, là-bas, mais remplir un feu, faire bouillir 6 000 entailles, là, ça chauffe longtemps. Là. Puis là, à l'époque, est-ce que c'était récolté avec de la machinerie, tout ce bois-là? Avec le cheval. Dans le temps, c'était les chevaux. Les chevaux? Les chevaux. Vous en aviez plusieurs chevaux? Un que. Ah, juste un cheval? Un que. Mais il travaillait fort? Oui. J'ai battu les chemins de sucrerie, oui, en arrière du cheval. Ça, c'était votre rôle, c'est vous qui avez dit je m'en occuper? Je calais d'une place à l'autre d'un pattes du cheval. Battre le chemin pour pouvoir passer après ça avec la tonne pour ramasser l'eau d'érable. La tonne, c'est le gros tonneau, dans le fond. Oui. Ça, c'est sur des slés, dans le fond? Oui. Parce qu'on ne peut pas utiliser les roues l'hiver. Non, c'est des hélices. Okay. Puis vous pouviez produire quelle quantité de sirop d'érable? Jamais... Ben, c'était jamais pareil pour commencer, dépendamment des saisons. On voit comme cette année, ça a été un désastre, il est sûr. Hein? Mais moi, je me souviens, des bonnes années, ils ont fait 700-800 gallons de sirop, là, quand à 6 000 entailles, là. Tout vendu pratiquement au détail. Juste, c'était vous qui le vendiez? Oui, tout au détail. C'était pas vendu ailleurs, vous ne l'envoyez pas? On faisait 400 barils là, par année en dernier, la sève, là. Un peu plus foncé, mais en général, là, quand mes pays ont commencé en 67, là... Ah, ça, c'est quand vous avez commencé l'érablière? Ouais. 67. Ils ont acheté l'érablière d'Antonio Lesage, puis ils ont commencé tranquillement, puis là, bâtir la clientèle. Puis tranquillement, ben c'est ça, on s'est mis à faire du sirop. Puis là, la clientèle, est-ce que c'était des particuliers, des restaurants? Ah non, pas de restaurant. Pas de restaurant? Non, pas de restaurant. Okay. C'était tous des particuliers qui venaient le chercher. Okay. Les premières années, on livrait. OK. C'était en gallons. En gallons, des gallons de vin. OK. Et on livrait. Mais il y a des fois, tu partais avec 10-12 gallons, puis tu revenais avec 5-6, hein? Les gens n'étaient pas là. Fait que là, on s'est mis à leur dire, venez le chercher. Fait qu'ils venaient le chercher. Ça dépend des maisons qui n'ont pas d'auto ou qui sont vieux, là. Ouais. On l'allumer. Okay. Mais à part de ça, là, ils venaient le chercher à cabane. OK. Directement à cabane à sucre. Oui. Pas à la maison. Oui. On a un monsieur de l'Ontario, là. Il a commencé quand on était à la vieille cabane. OK. En 68. OK. Mais il est toujours venu en chercher jusqu'à l'année passée. C'est vrai? Oui. Pendant 50, 60 ans, ouais. Oui. 25 à 30 gallons. OK. Parce que lui, il avait détecté que c'était le meilleur sirop. Oui. Puis lui, il y avait une manufacture de plastique. OK.
tous les couteaux, les fourchettes, Ouais, les ouais, tasses, ouais, puis ça affaire-là, les couverts de toilette, puis ça affaire-là. Ça demande de faire jour de ça. OK. Puis il récompensait ses employés. Avec le sirop. Oui, puis tout donner des billets pour aller au théâtre ou ça affaire-là, ben, il lui donnait du sirop d'érable. Puis, comment vous aviez connu un monsieur de l'Ontario dans le coin ici? Par hasard, il a passé puis arrêté. OK. Parce que sa parent, il y avait la parenté à Rivière-à-Pierre. À une madame qui connaissait à Rivière-à-Pierre. C'est ça. OK. Il allait voir cette madame-là. Puis ce monsieur, il a travaillé sur le chemin de fer. OK. Fait qu'il y a des amis, il y avait des amis partout. Il partait de l'Ontario. La dernière année, il avait 95 ans. Il venait chercher son sirop, puis après ça, il faisait le tour de ses amis. Ah ouais. Pour une semaine. Ouais. Il partait une semaine de chez eux. Ça devient une amitié, hein? C'était rendu Ah. votre ami, ce monsieur-là. Ouais. Vous le voyez à tous les années. C'est Ah vrai. oui, il venait. Ouais. Un bon monsieur qui dit jamais qu'il désordait, c'était toujours de son goût. Ouais. Hein? Mais il y avait toutes sortes. Tu sais, vous l'avez envoyé en France. Ben oui, Il y avait des clients du Nouveau-Brunswick. oui. Il y avait des clients un peu partout, là, de la ville de Québec, puis beaucoup de Saint-Honor. Là. Beaucoup, beaucoup. Parce que la même chose, Saint-Honor. c'était reconnu comme un sirop Oui. de qualité Ben qui oui. était bon. Mon père était bien difficile là-dessus. Ah, OK. Ah, Ben oui. difficile. On faisait le sirop, puis là, il nous guettait, puis là... Mais il disait toujours, je ne fais pas manger aux autres ce que je mange pas. Puis il était difficile. Il mangeait pas n'importe quoi. Oui, il ne mange pas n'importe quoi. Ben, il l'avait fait avec son père. Il y a une sucrerie ici, à l'autre bout, une érablière. Puis il l'avait fait avec son père, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de thermomètre. OK. Il coulait à palette. Il La avait texture. une palette de bois, puis il plongeait ça dans le sirop, puis quand tu le lèves à des gouttes, le sirop des gouttes, puis quand il commence à faire une palette, ça se tient. Il est plus épais, là. Là, les vieux disaient, ben là, il est prêt. OK. Là, on le coule. Sauf que il faisait ça trop clair. Puis le sirop surissait d'un gallon. OK. Il mettait ça dans une chambre froide. Parce que s'il n'est pas assez cuit, il y a encore il va de pas se l'eau dedans. conserver. Il y a encore de l'eau OK. dedans. Puis il se fait du moisi OK. dessus. OK. Puis là, ben, quand il le mange, il goûte le moisi. Puis là, mon père, jeune, il a mangé du sirop moisi. Puis là, sa mère était tout le temps obligée de le refaire recuire. Puis là, père, quand il a commencé à faire du sirop, moi, je me souviens, il dit, m'a toujours bien fait du sirop à mon goût. Une fois que j'ai la sucrerie à cette heure, m'a fait du sirop que j'aime. Il faisait un petit peu plus épais que la norme. OK. Puis le dernier degré que tu vas chercher, ça développe le goût de caramélisation du sirop. OK. C'est pas pareil.